Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast. Journal de bord d'un sportif amateur, c'est avant tout un podcast dans le but de partager avec vous une passion pour le sport qui est en moi depuis toujours, mais qui n'est pas uniquement fait pour les sportifs ou passionnés de sport. Mon envie, à travers ce podcast, c'est d'aborder différents sujets, tous aussi passionnants les uns que les autres, avec vous, et de vous emmener avec moi dans ma bulle. Alors, que vous pratiquiez, aimez le sport ou non, je vous propose d'ouvrir une fois par mois ce journal de bord et d'écrire ensemble un chapitre sur cette page blanche qui se présente à nous. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode et toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur celui-ci. J'ai été très touché, alors un grand merci à tous. Maintenant, si vous êtes prêts, prenez donc votre café, votre thé, tisane, bière, verre d'eau, bref, ce qui vous fait plaisir. Moi, je viens de me faire un petit café parce que j'adore ça et je suis maintenant prêt à ouvrir ce journal de bord et écrire le chapitre du jour. Est-ce que ma prépa est bonne? Est-ce que ma façon de m'entraîner est correcte? Est-ce que je peux faire mieux ou différemment? Je suis sûr que la plupart des sportives et des sportifs se sont déjà posé ce genre de questions. Et pour moi, c'est normal. Ce sont ce genre de questions qui nous permettent de garder les pieds sur terre, de rester concentrés, d'atteindre nos objectifs, mais aussi d'évoluer dans notre pratique sportive. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait du sport. J'ai pratiqué le sport dans de nombreux domaines car j'ai toujours été curieux et j'ai toujours eu cette envie de découvrir et d'apprendre de nouveaux sports, mais aussi de nouvelles techniques de travail qui me feront constamment progresser. Comme beaucoup d'enfants et adolescents qui ont cette chance, j'ai pratiqué ces sports en étant inscrit au sein de clubs de sport. L'avantage d'être dans un club, c'est que nous sommes entourés par des professionnels qualifiés dans leur domaine. On sait donc que techniquement, on ne risque rien, qu'ils sont là pour nous faire progresser tout en veillant à ce que notre pratique se déroule correctement, sans risque de blessure ou de surcharge d'entraînement. Même si pour moi, les blessures font partie intégrante de la vie d'un sportif, qu'il soit amateur ou professionnel. Ce sont pour moi des étapes qui nous permettent de grandir et d'évoluer dans nos sports. De mon côté, j'ai pas forcément été épargné par les blessures à une période de ma vie, mais grâce justement à l'entourage du club de sport et des professionnels de santé qui m'ont accompagné, j'ai pu récupérer de manière optimale et continuer de pratiquer le sport que je faisais. Mais ne nous éparpillons pas. J'ai prévu de vous faire un épisode qui sera consacré aux blessures et la peur de celles-ci. Puis en grandissant, beaucoup de sportifs se mettent à devenir autonomes, à ne plus faire partie de clubs de sport, mais à s'entraîner et se préparer seuls. C'est mon cas depuis 8 ans maintenant. Lorsque j'ai arrêté de pratiquer le sport en club, pour plusieurs raisons personnelles, il était hors de question pour moi d'arrêter le sport en général. Ou alors, dans ce cas, il aurait fallu souhaiter bon courage à mon entourage qui aurait dû me supporter, parce que pour moi, le sport fait partie intégrante de ma vie, de mon équilibre et de mon bien-être. J'ai commencé par me lancer dans la course à pied, puis le fitness et le cross-training se sont invités petit à petit dans ma pratique sportive. Bien évidemment, je ne me suis pas lancé tête baissée dans ces sports sans me renseigner un minimum sur comment faire, quel équipement acheter, comment démarrer progressivement. Pour cela, j'ai d'abord commencé par me souvenir de tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes années de sport au sein des différents clubs dont j'ai fait partie, parce que toutes ces précédentes expériences nous permettent d'évoluer constamment. Puis, j'ai été discuter avec des personnes de mon entourage qui pratiquaient ces différents sports. Pour moi, savoir dire « je ne sais pas, j'ai besoin d'aide », c'est quelque chose de primordial et d'extrêmement important. Bien sûr que l'on ne sait pas tout, et heureusement, on s'ennuierait dans la vie sinon. Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre grâce à son entourage. Je me suis également renseigné et documenté sur Internet, sur YouTube notamment. On trouve tout ce qu'il nous faut sur cette plateforme, et surtout, on découvre des passionnés et pratiquants de sport qui n'ont qu'un seul objectif, aider les autres à s'améliorer dans leur pratique sportive en proposant des contenus expliquant des techniques d'entraînement, des manières de faire, voire même des séances d'entraînement complètes. Exactement ce dont j'avais besoin pour commencer. Mais je n'oublie pas tous les livres et magazines que j'ai pu dévorer pour trouver des informations que je ne trouvais nulle part ailleurs. Grâce à tout ça, j'ai pu commencer à me créer mes propres séances d'entraînement, mes propres préparations, ainsi que l'organisation de mes semaines d'entraînement. Depuis 8 ans, je m'entraîne constamment avec le plaisir, le sourire, la motivation et la détermination, et toujours avec cette envie d'apprendre et d'en découvrir plus pour m'améliorer. Mais parfois, dans ce genre de situation, on oublie un point extrêmement important. Savoir écouter son corps. C'est dans la tête. Cette phrase m'accompagne partout. C'est ma façon de penser dans la vie en général. Pour moi, si on se dit
c'est dur, ça sera forcément dur. Si on se dit c'est lourd ou bien je suis fatigué, ça sera forcément lourd ou on sera forcément fatigué. Le cerveau a cette force incroyable d'influencer les choses sur notre corps, sur nos sensations, sur notre ressenti. Mais justement, si l'on se sert de cette force incroyable située au centre de notre boîte crânienne et qui gère tout notre corps pour inverser ou changer les choses, c'est là que ça devient intéressant. Mais parfois, on peut en arriver à trop se dire ce genre de choses. Et là, c'est le corps qui prend la relève et qui se met à envoyer des signaux à notre matière grise jusqu'au point de dire « Stop, on arrête ». C'est ce qu'il s'est passé pour moi l'année dernière. Juillet 2022. Je me suis lancé depuis plusieurs semaines dans la préparation d'un nouveau challenge. Réaliser un semi-marathon. Pour ceux qui ne connaissent pas trop cette épreuve, la distance à parcourir est de 21,1 km précisément. Autant dire qu'on ne se lève pas un matin en se disant « je vais courir un semi-marathon » alors qu'on n'a jamais réalisé d'autres épreuves de course à pied auparavant. Il faut bien se préparer, car c'est une épreuve difficile, aussi bien physiquement que mentalement. Revenons-en à ce soir en juillet 2022. Je suis en plein entraînement. J'en suis à 13 km de course sur cette séance quand je m'arrête à un feu rouge et je laisse passer les voitures pour ne pas risquer de me faire renverser. Comme à mon habitude, lorsque je me retrouve arrêté par un feu, je continue de trottiner sur place pour ne pas mettre mon corps à l'arrêt complet et ne pas le brusquer lorsque le feu repasse au vert. Quelques minutes avant, je sentais une toute petite tension au niveau de mon genou gauche, mais rien d'alarmant. Souvent, lorsqu'on fait du sport, et notamment de la course à pied, ce genre de petites tensions sont entre guillemets normales. Elles viennent, puis repartent, mais ne sont jamais présentes constamment. La course à pied est un sport traumatisant pour le corps. Il subit beaucoup d'impacts. Ces petites tensions qui peuvent apparaître de temps en temps sont donc logiques lorsque l'on fait subir ce genre d'épreuve à notre corps. Mais attention, je fais une parenthèse à ce sujet. Je vous parle bien de tensions qui peuvent apparaître de temps en temps. Je ne parle pas de gêne ou de douleur qui peuvent être constamment présentes. Dans ces cas-là, il faut tout de suite consulter un professionnel de santé parce que c'est pas le même niveau de risque. Retournons à notre feu rouge. Le feu passe au vert, je me lance pour reprendre ma foulée et continuer ma séance. Et là, plus rien. Impossible de repartir. Je sens mon genou gauche qui se bloque complètement et comme une sorte de résistance lorsque je tente à peine de le plier. La douleur n'est pas très forte, je suis surtout gêné. J'ai comme la sensation que si je tente de plier mon genou, ça va sauter. Oui, désolé pour les personnes sensibles à ce genre de détails, mais vous en faites pas, on n'ira pas plus loin. À ce moment précis, je comprends que quelque chose ne va pas et qu'il ne faut surtout pas que je force en tentant de reprendre la course, même quelques minutes plus tard. Le but, c'est de ne surtout pas aggraver la situation. Je suis en plein milieu de mon entraînement, pas tout à fait à côté de chez moi, et il faut bien que je rentre. Je ne vais pas passer la soirée ou la nuit sur ce feu rouge. Le point positif et rassurant à ce moment-là, c'est que je me rends compte qu'en marchant, j'ai aucune douleur. Ouf! Bon, je peux pas vraiment plier mon genou parce que je sens cette sorte de résistance, mais je peux marcher. Je prends donc le chemin du retour à la maison. Je vous cache pas que les 40 minutes à pied pour rentrer ont été longues, plutôt très longues même. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, ou même lorsqu'on se blesse très sérieusement, les premières minutes, voire les premières heures sont souvent source de questionnement, de doutes, de réflexion et de remise en question. Est-ce que j'en ai pour longtemps? Qu'est-ce que je me suis fait? Est-ce que je vais récupérer à temps? Et plein d'autres questions nous trottent dans la tête. Mais au bout de quelques minutes de marche, je me dis, ne t'affole pas, tu vas rentrer, tu vas prendre soin de ce genou, tu vas te reposer quelques jours sans sport et tu iras voir un professionnel de santé qui saura gérer ta situation et tout se passera bien. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir mon ostéo après m'être fait tourner, plier, retourner dans tous les sens. Le verdict est tombé. Je me suis fait le syndrome de l'essuie-glace. Ce syndrome n'est pas réellement une blessure, mais plutôt une gêne. Cette gêne correspond à une inflammation de la bandelette fibreuse qui s'étend de la partie externe de la hanche jusqu'au tibia, au niveau du genou. Dans son trajet, la bandelette rencontre une des extrémités inférieures du fémur, qui se trouve à hauteur du genou. Lors des mouvements de flexion-extension du genou, elle vient frotter cette extrémité. La répétition des mouvements de flexion-extension, typiques de la course, induit donc des frottements répétés, ce qui peut entraîner à terme une inflammation de la bandelette, cause de douleur au genou. On appelle ce phénomène le syndrome de l'essuie-glace, parce que les frottements répétés rappellent les mouvements des essuie-glaces d'une voiture. Fin de la parenthèse médicale. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais à ce moment-là, je me suis senti soulagé et rassuré. C'était moins pire que ce que j'imaginais. Bon,
Pas de course pendant plusieurs semaines, mais pas de soucis cependant pour la pratique du fitness et du cross-training. Au contraire, le renforcement musculaire est primordial dans ce genre de situation. Je n'arrête donc pas le sport complètement. Youpi! Après en avoir discuté avec mon ostéo, nous en déduisons que ce syndrome de l'essuie-glace est dû à une mauvaise préparation de ma part. Depuis le début de la préparation pour cette épreuve, je n'ai pas fait assez attention à la variation de mes séances d'entraînement, aussi bien au niveau du volume que de l'intensité de celle-ci. Je répétais très souvent les mêmes intensités, sur de longues distances. Forcément, les impacts subis par mon corps n'étaient donc pas variés, et celui-ci a encaissé jusqu'au jour où il ne pouvait plus, et a dit « Stop ». J'ai tout simplement subi une surcharge physique. Malgré les quelques signaux que mon corps avait pu m'envoyer les jours qui précédaient cette séance, des tensions plus présentes que d'habitude au niveau de mes genoux, les jambes fatiguées, je ne l'ai pas écouté, et je me disais cette fameuse phrase dont je vous parlais juste avant. C'est dans la tête. Et pour une fois, j'en ai un peu payé les conséquences. Il me fallait donc prendre soin de mon petit corps, tout faire pour bien récupérer et me renseigner à nouveau et plus profondément pour reprendre correctement la course à pied, sans prendre le risque de revivre à nouveau ce genre de situation. Pendant ma période d'arrêt de la course, j'ai eu le temps, beaucoup de temps même, pour me renseigner et continuer d'apprendre de nouvelles manières et techniques d'entraînement et de programmation des semaines d'entraînement. J'ai notamment découvert un coureur passionné et passionnant, Nicolas, plus connu sous le pseudo Running Addict. Un passionné de course et de tout ce qui l'entoure depuis 18 ans, qui donne des conseils essentiels et extrêmement bénéfiques pour nous aider à progresser constamment et qui réalise également des tests de tout type de matériel lié à la pratique de la course à pied. J'ai tout de suite accroché à sa façon d'être et sa façon de penser. Sa phrase fétiche, c'est « s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux ». Exactement ma façon de penser. En parcourant son site internet, runningaddict.fr, je suis tombé sur un article qui m'a fait comme une illumination. Cet article parlait du fait que beaucoup de coureuses et coureurs se lançaient dans des épreuves de course à pied sans suivre de préparation spécifique à cette épreuve et sans réellement faire attention au risque de blessure que cela peut engendrer. Je me suis directement senti concerné par ce sujet. Alors oui, je me suis toujours informé, renseigné, documenté depuis que je m'entraîne seul, mais parfois ça ne suffit pas. Après avoir fini de lire cet article, je me suis dit « Ok, tu as acquis pas mal de connaissances depuis ces dernières années. Dans le fitness et le cross-training, tes entraînements semblent plutôt corrects et logiques. Mais en course à pied, il te manque encore pas mal de choses et tu ne pourras pas les apprendre tout seul. Tu as besoin d'aide. » À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de partir à la recherche d'une préparation créée par une personne qualifiée du monde de la course à pied pour m'accompagner sur les épreuves de ma saison 2023. Je veux faire les choses correctement en ne prenant aucun risque. Me voilà donc parti à la recherche d'une préparation qui me permettra de préparer correctement mes futures échéances en course à pied. La première chose que je découvre, c'est qu'il existe deux types de coaching. Le premier, c'est le coaching en physique. Vous retrouvez chaque semaine un coach quelque part. Il vous a préparé votre séance, vous l'explique et vous accompagne tout au long de celle-ci pour vous encourager, vous motiver, vous expliquer de nouvelles techniques. Bref, il est à vos côtés tout le long de vos entraînements. Le deuxième, c'est le coaching à distance. Pour ce type de préparation, votre coach n'est pas à vos côtés, mais il vous prépare vos séances d'entraînement en avance, vous les donne, et c'est ensuite à vous de regarder le déroulé et de vous préparer à réaliser votre séance. En général, dans ce genre de coaching, vos entraîneurs sont des personnes habituées aux entraînements à distance. Vos séances sont donc extrêmement bien détaillées, expliquées de manière à ce que toute votre préparation se déroule de manière optimale. Et puis, dès que vous avez besoin, votre coach est disponible pour vous répondre. Ces deux types de préparation peuvent être payantes, mais pas uniquement. Vous pouvez également trouver des préparations gratuites, qui sont tout aussi efficaces et complètes que des payantes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les moyens. Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé de partir sur une préparation à distance. L'une des raisons principales, c'est l'organisation de mes entraînements dans la semaine. La plupart du temps, je m'entraîne le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, et parfois le dimanche, quand j'ai envie de faire une séance que j'appelle la séance bonus. Je vous l'ai dit, le sport fait partie de mon bien-être à part entière. Il est donc extrêmement présent dans ma vie. Mais il peut arriver parfois que mes jours d'entraînement changent ou soient déplacés. Je ne voulais donc pas me retrouver avec un coach en physique à qui je demande parfois de décaler des entraînements. Je me serais senti gêné et embêté vis-à-vis de cette personne.
Parce que si je change un jour d'entraînement, pour moi, ce n'est pas très gênant. Mais pour le ou la coach, ça lui change tout son planning et ses autres coachings de la semaine. Hors de question pour moi d'embêter d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Et puis, pour être très honnête, pour moi, avoir une préparation à distance, ça me laisse aussi un peu ce côté liberté qui rejoint ce que je viens de vous expliquer. Il n'y a pas que mon emploi du temps qui peut changer. Le sport est un loisir et un plaisir pour moi, avant tout. Et parfois, il m'arrive aussi d'avoir envie de changer de moment dans la journée pour m'entraîner. Certains jours, j'ai envie d'y aller tôt le matin, d'autres plutôt le soir. Encore une fois, avec une prépa à distance, ça me permet de m'entraîner quand j'en ai envie sans impacter qui que ce soit d'autre. C'est donc ce type de prépa qu'il me faut. Une fois ma décision prise, me voilà donc lancé dans ma préparation avec un coach à distance pour ma saison 2023. Mon objectif principal, prendre du plaisir en entraînement et en course, le tout en me préparant correctement pour ne prendre aucun risque de blessure. Ma préparation se déroule sur 12 semaines. J'ai donc 3 mois pour préparer ma première course et être prêt comme il se doit sur la ligne de départ. Lorsque j'ai commencé à me lancer dans cette prépa, le coach m'a expliqué que 3 mois, c'était le temps minimum pour être prêt de manière optimale pour ce genre d'épreuve. Les séances vont permettre petit à petit de préparer physiquement, mais également mentalement mon corps et mon esprit pour tenir le coup sur la durée complète de la course. Sur ma préparation, j'ai théoriquement 4 séances de course par semaine. Mais, rappelez-vous d'une chose, je ne suis pas un sportif professionnel. Ce n'est pas ce qui me permet de manger à la fin du mois. C'est avant tout un plaisir et un besoin pour moi de me dépenser. Et comme tout bon passionné de sport en général, je ne pratique pas qu'un seul sport. Le renforcement musculaire et le cross-training alimentent également mes séances de sport de la semaine. C'est pour cette raison que chaque semaine, le coach m'indique les 2 séances primordiales à ne pas rater. Ces 2 séances de course me permettent d'avoir 2 ou 3 autres séances de sport dans la semaine consacrées au reste de mes pratiques sportives. C'est impeccable. Entrons maintenant dans le détail de ma prépa. Chaque séance est différente. Le but est de préparer son corps entièrement aux courses qui m'attendent. Le premier type de séance, c'est l'endurance fondamentale. L'objectif de celle-ci, c'est juste de courir sur un rythme de footing, de ne pas pousser son corps dans la difficulté. On appelle ça faire du volume. Enchaîner les kilomètres sans taper dans les quadriceps et sans fatiguer mes jambes dans le but de préparer mon corps à parcourir une certaine longue ou courte distance. Vient ensuite le fractionner. Alors là par contre, ça rigole beaucoup moins. Dans ce genre de séance, je passe d'un moment de course tranquille à devoir faire 30 secondes de sprint ou de course à vitesse maximale. Puis à courir à nouveau 2 minutes 30, 3 minutes à allure tranquille. Et puis rebelote. Me voilà reparti pour 30 secondes de sprint suivi à nouveau de 2 minutes 30 à 3 minutes d'allure tranquille. Parfois, sur ce type de séance, je réalise ce genre de boucle jusqu'à 6 fois dans la séance. Ah oui, là, ça tape dans les cuisses, le cardio et parfois le mental. Mais ce type de séance est essentiel pour me préparer à devoir réaliser parfois ce genre d'effort sur un morceau de ma course le jour J. Et puis, mentalement, ça me sort de ma zone de confort et ça me renforce. Physiquement aussi, ça me prépare à tenir le coup. Il y a aussi les séances de sortie longue. Comme son nom l'indique, le but est de partir courir sur une durée plus longue que le reste de mes séances, mais avec un rythme d'endurance fondamental. Au minimum 1 heure en général, mais je peux monter jusqu'à bien plus. Au moment où je vous enregistre cet épisode, ma sortie la plus longue sur ce genre d'entraînement a été une séance d'1 heure et demie. Comme les séances d'endurance fondamentale, l'objectif est entre guillemets de manger des kilomètres, sans fatiguer mes jambes. Sur ces séances, c'est en général le mental qui fait tout le travail. Et puis en général, à peu près à la moitié de la préparation, aux alentours des 6 semaines d'entraînement, un nouveau type de séance apparaît. Les séances de vitesse plus allure 10 km. Ces séances arrivent à la moitié de la préparation, parce que le but de celle-ci, c'est de commencer à trouver l'allure de course que je vais devoir avoir et tenir le jour J. En général, ce type de sortie est un joli mélange entre de l'endurance fondamentale pour commencer à échauffer le corps, puis ensuite, les choses sérieuses commencent. Une fois le corps chaud, en général, après 20 minutes d'endurance fondamentale, je vais devoir réaliser 4 à 6 boucles d'efforts variés. L'idée est la même que le fractionné, sauf que lorsque je dois courir à une allure rapide, ce n'est pas en sprint, mais en allure rapide qui me permet quand même de tenir l'effort sur des durées de 6 à 10 minutes. Puis, me revoilà sur mon rythme d'endurance fondamentale pendant 2 minutes 30, 3 minutes, pour récupérer un peu. Et me voilà reparti pour 6 à 10 minutes d'allure rapide, etc., etc. Ces séances-là sont mes préférées. Je trouve que c'est un beau mélange de tous les types de séances que je vous ai détaillés juste avant. Ce type de séance permet de travailler la force de mon corps, à répéter les efforts tout en poussant hors de sa zone de confort. Et en même temps, de renforcer mon mental à ne rien lâcher. Ça ne vous rappelle rien ? Tout à fait. La fameuse « c'est dans la tête ». Je vous ai prévenu, cette phrase m'accompagne
partout. Pour terminer la préparation, une fois les 12 semaines réalisées, il me restera une dizaine de jours de période qu'on appelle l'affûtage. Son objectif, permettre au corps de souffler et récupérer son plein potentiel après 12 semaines de dur labeur et d'être en pleine forme le jour de la course. Bien évidemment, pendant ces 10 jours, je ne coupe pas totalement la course à pied. Sinon, à quoi sert tout le travail en amont? Sur cette période, je vais encore avoir quelques séances qui seront différentes des précédentes. À ce moment-là, le but c'est de garder le corps habitué à l'effort, mais sans l'épuiser. Ce serait vraiment dommage d'arriver le jour J et d'être cuit avant de passer la ligne de départ. La période d'affûtage, c'est donc des séances avec une intensité assez importante, mais avec bien moins de volume. Des séances intenses, mais plus courtes. J'ai hâte de découvrir cette période et ce genre d'entraînement. Ce que j'apprécie également beaucoup dans la façon de travailler du coach, c'est que je reçois mes séances au fur et à mesure des semaines. En général, le lundi, je reçois les séances à faire sur les 2 prochaines semaines. Mais ça ne va jamais plus loin. Je trouve ça super. Chaque lundi, j'ai le droit à mon petit effet de surprise en découvrant les 2 semaines qui m'attendent. Et puis je trouve que ce fonctionnement est super parce que ça permet aux personnes de ne pas être paniquées ou stressées en voyant certaines séances qui deviennent de plus en plus dures au fur et à mesure que les semaines avancent. Chaque chose en son temps et c'est très bien comme ça. Pour les personnes qui ont écouté le premier épisode, je vous en remercie encore énormément au passage. Ça devrait vous rappeler une de mes façons de penser. Un pas après l'autre. Comme quoi, on retrouve la plupart du temps nos traits de caractère dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous parler d'un point qui me semble très important. Comme je l'ai dit un peu avant, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des sportifs professionnels. Nous sommes des amateurs. Nous pratiquons le sport parce que nous aimons ça, que ça nous fait du bien, que c'est important pour nous et que ça fait partie de notre vie. Ce n'est pas notre métier. Certains pratiquent ce sport pour atteindre des objectifs. Un objectif physique et esthétique. D'autres pour un objectif de compétition ou de résultat. Ou bien d'autres pour sortir de leur zone de confort, ou alors tout simplement juste par plaisir. Et c'est sur ce mot que je voudrais insister. Le plaisir. N'oublions jamais que si l'on fait du sport avec un objectif précis ou non, c'est avant tout pour le plaisir de le pratiquer. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas la peine de se mettre une quelconque pression inutile à ce sujet. Parfois, les aléas de la vie font que nous ne pouvons pas réaliser une ou plusieurs séances de sport. La météo, des impératifs, un changement d'organisation, et j'en passe. Eh ben, c'est pas grave. Ça arrive et on se rattrapera sur la séance d'après, en se donnant à fond et en prenant un maximum de plaisir. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et j'en suis le premier concerné. Moi aussi, quand je ne peux pas faire une séance de sport, je vais râler, je vais être déçu, je vais même être un peu bougon, l'instant de quelques minutes. Et je pense que c'est normal, c'est notre passion. Mais je me permets de vous donner un conseil ou une idée de choses à faire dans ces moments-là que je fais moi-même. Prenez le temps de souffler un coup, respirez et regardez autour de vous. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous entoure vous donne également le sourire. Que vos proches, vos amis, votre animal de compagnie ou autres personnes qui comptent pour vous vont bien et sont là pour vous. Que vous êtes en bonne santé ou que votre travail vous plaît ou que tout ce que vous faites dans la vie vous plaît et vous motive. Vous allez trouver d'autres sources de plaisir. Tout ça pour juste vous dire, il y a bien pire dans la vie que de rater une séance ou plusieurs séances de sport. Tous les jours, on entend partout des situations bien plus graves qui se déroulent dans le monde. Que des gens perdent leurs proches, qu'ils ne sont pas en bonne santé, et en général, ces gens ne se plaignent jamais. Alors croyez-moi, rater une séance de sport, ça n'est rien à côté de tout ça. Il nous suffit de faire une chose, relativiser. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous donner mon avis sur le fait d'avoir une préparation ou non. Pour moi, avoir une préparation ne veut pas dire s'entraîner intelligemment. C'est une vision propre à chacun, c'est différent pour tout le monde. Ça peut dépendre de nos connaissances, de nos capacités dans le ou les sports que l'on pratique, et de notre entourage parfois aussi. Ce que je trouve pas mal, c'est de se renseigner pour commencer sur les types de préparation et d'accompagnement qu'il existe dans les sports que vous souhaitez pratiquer. De lire également des livres ou des magazines pour vous renseigner.
mais aussi d'aller voir sur YouTube tous les différents contenus qui peuvent exister. Je vous le redis, cette plateforme, c'est une vraie mine d'or. On y trouve tout ce que l'on souhaite et tout ce dont on a besoin. Puis, une fois cette étape réalisée, c'est à vous de vous faire votre propre idée, de prendre votre décision. Le plus important, selon moi, que vous soyez dans une pratique autonome ou accompagnée, c'est de savoir demander de l'aide ou dire « je ne sais pas » quand vous en avez besoin. Ne vous enfoncez pas dans une situation qui risquerait de vous mener à une blessure ou qui même vous ferait perdre votre plaisir dans votre pratique. Ce serait trop dommage de perdre le plaisir ou d'être contraint d'arrêter votre sport pour une certaine durée, voire même définitivement, parce que vous n'avez pas voulu ou osé demander de l'aide. Des personnes qualifiées sont là pour ça. C'est pas pour rien. On ne sait pas tout, et heureusement. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà, je pense vous avoir tout dit à ce sujet. Il est temps pour nous de clore notre chapitre du jour, de refermer notre journal de bord et de le ranger soigneusement dans notre tiroir en attendant de le ressortir le mois prochain pour écrire un nouveau chapitre ensemble. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai pris énormément de plaisir à vous raconter tout ça et j'espère avoir réussi à vous emmener dans ma bulle le temps de cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour écrire ensemble un nouveau chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. C'est extrêmement important de prendre le temps pour faire ce qu'on aime. La vie est trop courte pour qu'on ne profite pas de chaque instant. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une petite note sur ce podcast. Ça m'aidera énormément pour la suite et je vous en serai très reconnaissant. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!